C'est l'une des enquêtes les plus longues et les plus tordues de l'histoire des États-Unis. 40 ans, 3 morts, un suspect, Robert Jinx Durst, l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Nous sommes en 2001, sur l'île de Galveston, au sud du Texas. Ici, les jours se ressemblent. Le vent salé, les façades défraîchies, c'est une ville pour les oubliés, les discrets. En 2001, une vieille dame y emménage. Coiffure upburn, jupe longue, sac plastique à la main, elle ne parle pas, elle ne sourit pas. Elle monte dans le bus chaque matin, toujours au même arrêt, s'installe, enfile discrètement des talons, puis redescend 2 stations plus loin. Ce que personne ne sait, c'est que cette femme n'en est pas une. Derrière le maquillage, derrière la perruque, se cache Robert Durst, un multimillionnaire new-yorkais, héritier de l'une des plus grandes fortunes immobilières du pays. Et surtout, un homme soupçonné de 3 meurtres. 3 affaires qui touchent ses plus proches, ses voisins, et pourtant, Robert Durst va s'en sortir à chaque fois. Jusqu'au jour où un détail minuscule fait tout basculer. Pas une preuve ADN, pas une caméra, un petit objet qu'il portait sur lui et qui, sans qu'il le sache, l'a fait tomber. Revenons en 1943. C'est l'année de naissance de Robert Durst. On vous le rappelle, c'est le premier fils d'une des plus grandes dynasties immobilières new-yorkaises. C'est le fils aîné d'une fratrie de 4, c'est celui qui doit reprendre l'empire. Mais très vite, tout déraille. Dans la maison des Durst, les apparences sont impeccables. Pelouse parfaite, rideaux tirés, étiquette stricte. Le père, Seymour Durst, est un homme de chiffres, un promoteur rigide, dominateur. Tout doit être sous contrôle. La mère, Bernice, est instable, fragile. Elle s'efface peu à peu. Et puis, un soir de novembre 1950, Bernice monte sur le toit de la maison de 3 étages. La police arrive, les pompiers aussi. L'un d'eux tente de la retenir par la robe de chambre, mais Bernice chute. Son corps s'écrase sur l'allée pavée, à l'hôpital de White Plains. Elle est déclarée morte à son arrivée. Robert a alors 7 ans. Il affirme avoir tout vu, il affirme même qu'elle l'a regardé, juste avant de sauter. Alors son frère Douglas dit que c'était faux, qu'il n'était même pas à la fenêtre. Ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, quelque chose bascule. Quelques années plus tard, Durst est dépeint comme un enfant terriblement colérique, menteur. On se battait constamment, raconte son frère Douglas. On faisait à peu près la même taille, mais lui, qui avait environ 1 an et demi de plus, prenait généralement le dessus, jusqu'à ce que je grandisse. Il y avait des enfants plus jeunes dans la maison, une sœur, Wendy, et un frère, Tom. Il les torturait plus que moi, déclare Douglas. Un médecin de famille écrit que l'enfant pourrait être schizophrène. Un psychiatre affirmera plus tard qu'il souffre en fait du syndrome d'Asperger. Selon ses camarades de classe, Robert est un solitaire. Il grandit, quitte Scarsdale, étudie à Lehigh puis à UCLA. On le décrit comme un homme brillant, énigmatique, peu soucieux des apparences. En fait, il s'habille comme un hippie, fume de la marijuana en permanence et fait partie de la contre-culture de l'époque. Et surtout, il rencontre Kathleen McCormack, Katie. C'est la cadette d'une famille modeste de 5 enfants. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires à New Hyde Park, à Long Island, Katie suit une formation d'hygiéniste dentaire et déménage dans un immeuble appartenant à la famille Durst, dans l'East Side de Manhattan. C'est Robert qui le gère, et dès leur rencontre, une attirance s'installe immédiatement. C'était une attirance mutuelle, une alchimie, explique la sœur de Katie. Il avait un magnétisme, Katie avait la même chose. 2 rendez-vous plus tard, oui, seulement 2, elle emménage avec lui dans le Vermont. Là-bas, ils ouvrent un magasin d'alimentation bio et 2 ans après, ils se marient. Ça, c'est le jour du 30e anniversaire de Robert. Le couple s'installe alors dans un luxueux appartement de l'Upper East Side. Katie reprend ses études. Elle rêve de devenir médecin, d'être indépendante. Elle s'inscrit donc à l'Albert Einstein College of Medicine dans le Bronx. Mais très vite, la façade heureuse du couple s'effondre. Une amie de Katie se souvient. Elle disait que la moitié de leur vie de couple, c'était des disputes. L'autre moitié, des silences. En fait, Katie parle de violence, de coups. Elle se confie à ses proches. 3 semaines avant sa disparition, elle se rend même aux urgences du Jacobi Medical Center. Elle a des ecchymoses au visage. Elle dit qu'elle est tombée, mais ses proches savent. Si un jour il m'arrive quelque chose, ne le laissez pas s'en sortir, dit-elle fréquemment à ses amis, tel un mantra. Durst admettra lui-même des violences contre sa femme. Et le dimanche 31 janvier 1982, Kathleen Durst va disparaître. Ce soir-là, elle est attendue par une amie pour un dîner à Manhattan. Mais elle ne viendra jamais. Elle ne répondra plus au téléphone,
Elle ne se présentera pas non plus en cours le lendemain à la faculté de médecine. Là, c'est le moment que je prends pour vous raconter une autre histoire particulièrement inquiétante qui est rapportée par le frère de Durst au New York Times. Avant la disparition de sa belle-sœur, Bob avait une flopée de malamutes d'Alaska, c'est une sorte de husky. Il en avait 7, et ils seraient tous morts mystérieusement, selon son frère, de différentes choses dans les 6 mois qui ont suivi leur acquisition. Il les avait tous nommés Igor. Personne ne sait comment ils sont morts, ni ce qu'il est advenu de leur corps. Rétrospectivement, je crois maintenant qu'il s'entraînait à tuer sa femme et à s'en débarrasser avec ses chiens. Pendant plusieurs jours, personne ne sait où elle est. Ni ses amis, ni ses collègues, ni sa famille. Finalement, Robert va finir par signaler sa disparition. Mais ça, ce sera 5 jours après. Selon lui, tout s'est déroulé normalement. Il l'aurait conduite à la gare de Katona, dans l'état de New York, pour qu'elle retourne à Manhattan. Elle aurait pris le train, et plus tard, il affirme qu'elle l'a même appelée depuis leur appartement. Mais problème, aucun témoin ne confirme cette version. Aucun appel n'est enregistré, personne ne l'a vu monter dans un train, ni rentrer chez elle. Quand la police interroge ses proches, la version de Robert semble mise à mal. Les disputes, les menaces, Katie qui parlait de divorce, Katie qui disait avoir peur. Mais sans corps, sans scène de crime, sans preuve matérielle, le dossier est classé. En 1990, Robert Durst divorce officiellement de Katie. Motif invoqué, l'abandon conjugal. Alors ça aurait pu être la fin de l'histoire. Et d'ailleurs, pendant 18 ans, on ne va plus entendre parler de Robert, ni de Katie. Durst commence à s'éloigner de l'empire familial. En 1992, il est officiellement évincé de la direction par son père. Et en 1995, son frère prend le contrôle total de l'entreprise familiale. Mais pendant ces années d'ombre, Durst ne va jamais pourtant cesser d'être soupçonné. Ni par les proches de Katie, ni par les enquêteurs les plus obstinés. Et en 2000, un premier rebondissement fait ressurgir l'affaire. L'affaire, elle rebondit grâce à un homme qui s'appelle Timothy Martin, qui est arrêté pour outrage public, bon concrètement exhibitionnisme, et donc il est condamné, et lorsqu'il est condamné, il essaie de négocier une remise de peine, et pour ce faire, il dit aux enquêteurs qu'il a des informations sur la disparition et surtout le meurtre de la femme de Robert Durst. Alors, ce qu'il va dire aux enquêteurs, c'est qu'elle est enterrée dans le comté de Westchester. À ce moment-là, forcément, ça interpelle les forces de l'ordre qui vont aller fouiller. Ils vont rien trouver, mais cette information et surtout cette affaire, elle revient aux oreilles d'un jeune enquêteur qui, lui, n'était pas à cette époque-là de la commission des faits dans la police et qui va décider de rouvrir ce cold case, de se replonger dedans et de relancer l'affaire. Et parmi les personnes à entendre, un nom revient immédiatement. Suzanne Berman. Alors, je ne vous ai pas encore parlé d'elle, pourtant elle est capitale dans cette affaire. Auteure, journaliste, c'est surtout la meilleure amie de Robert. En fait, ils se sont rencontrés dans les années 60, à UCLA. Elle est vive, extravertie, expansive, l'alchimie est immédiate. Suzanne devient la confidente de Durst, sa bouée. Elle l'appelle Bobby, lui l'appelle sa sœur. En 1982, après la disparition de Katie, c'est Suzanne qui va répondre aux journalistes. Elle prend les appels, fait écran, en fait, elle devient, sans en avoir le titre, sa porte-parole officieuse. Mais selon plusieurs sources, son rôle va beaucoup plus loin. Lors de la réouverture du dossier, les enquêteurs soupçonnent Suzanne d'avoir passé un appel au nom de Katie, et ce, juste après sa disparition, pour faire croire qu'elle était encore en vie. Un faux appel, un alibi, une complicité peut-être. Et en 2000, elle devient un risque pour Robert, car la justice veut rouvrir l'enquête, et surtout qu'elle fait de Suzanne Berman sa priorité. Dans les semaines précédant sa convocation, Suzanne est d'ailleurs en difficulté. Elle est fauchée, endettée. Et du coup, elle sollicite Robert. Ce dernier lui envoie 2 chèques de 25 000 $. Alors, certains y voient un signe d'amitié, d'autres le prix du silence. Car Durst, paranoïaque, sait que Suzanne en sait trop. Et que leur relation, aussi profonde soit-elle, ne pèse pas lourd face à ce qu'elle pourrait révéler. Elle savait tout. Elle connaissait ses secrets, elle aurait pu le détruire. Le 23 décembre 2000, Suzanne Berman est retrouvée morte. Une balle derrière la tête. Aucune trace de lutte, aucun vol, un meurtre précis, froid, silencieux. Suzanne s'apprêtait à être interrogée dans quelques jours. Elle ne le sera jamais. Quelques jours plus tard, une lettre anonyme arrive à la police. Un seul mot, cadavre, et l'adresse exacte de Suzanne. L'écriture est étrange, mais surtout, une faute saute aux yeux. Beverly Hills avec un E en trop. À l'époque,
Cette lettre passe presque inaperçue. Mais c'est ce détail, une simple faute d'orthographe qui, 15 ans plus tard, reviendra comme un boomerang. Robert, lui, ne sera jamais interrogé. Alors attention, la police de Los Angeles le considère comme un suspect possible, mais elle va surtout se concentrer sur le manager de Suzanne, un certain Niall Brenner. Pourtant, Durst, lui, ne se rend pas à l'enterrement de sa meilleure amie. Il ne fait aucune déclaration publique et il disparaît. Comme si cette fois, il savait que le temps lui était compté. Durst fuit New York et disparaît totalement des radars. D'ailleurs, personne ne le cherche vraiment. Enfin, jusqu'au jour où un corps sans tête remonte dans la baie de Galveston. Bras, jambes, tronc, découpés à la scie, jetés dans des sacs poubelles. Le corps, c'est celui de Maurice Black, 71 ans. Il est retraité, solitaire, mal aimé, toujours en colère. À Galveston, tout le monde le connaît et tout le monde s'en méfie. Quelques jours plus tôt, Maurice Black vivait dans un petit immeuble du 2213 avenue K, appartement numéro 1. Juste en face, dans l'appartement 2, vivait Dorothy Sinner. Femme muette, discrète, perruque burn, jupe longue, lunettes épaisses. Mais Dorothy Sinner, vous le savez déjà, elle n'existe pas. C'est Robert Durst, travesti, en cavale. En fait, Durst a quitté la côte Est pour se fondre dans Galveston, cette ville refuge pour marginaux et faux semblants. Il a loué l'appartement sous un faux nom, payé en cash, utilisé des déguisements pour brouiller les pistes, et chaque jour, il joue un rôle. Celui d'une femme silencieuse, celui d'un homme invisible. Durst n'a pas d'emploi, pas de proches, il traîne dans des bars gays au bord de mer, fréquente une drag queen nommée Frankie, il rôde, il attend. Mais Maurice Black n'est pas dupe. Il fouille, pose des questions, s'énerve, et un jour, en septembre 2001, il meurt. Durst découpe le corps avec une scie, il achète des sacs, il nettoie, puis fait comme si rien ne s'était passé. Une chambre au St. Louis Resort, il commande des salades César, il appelle même un ophtalmo à New York pour renouveler son ordonnance de lunettes. Bref, il vit la vie ordinaire d'un homme sans cadavre sur les bras. Bon, le problème, vous le connaissez, c'est que Durst, il en a un de cadavre, qu'il a découpé et dont il a jeté les morceaux dans la baie, sauf la tête, qui, elle, ne sera jamais retrouvée. Il est arrêté quelques jours plus tard, à la suite d'une enquête express. Et cette fois, pour la première fois, il reconnaît les faits. Oui, il a tué Maurice Black. Oui, il a découpé son corps. Mais à Galveston, au Texas, la légitime défense, c'est sacré. Durst, il va s'entourer de grands avocats, et notamment d'un avocat qui s'appelle Dick Deguerin, qui avant ça avait défendu des politiques, voire les dirigeants de sectes, et qui va choisir la bonne stratégie entre guillemets de défense, c'est-à-dire plaider la légitime défense. Durst va expliquer pendant son procès que c'est son voisin qui l'a attaqué, que le coup est parti tout seul, donc il ne voulait pas le tuer, et puis pour justifier le fait qu'il se soit débarrassé du corps, notamment en découpant le corps et en le jetant dans une baie, là encore, il va dire que c'était sous la panique, et plaider encore la légitime défense. Et aussi incroyable que ça peut paraître, ça fonctionne, il est acquitté. Il ressort libre de ce procès pour meurtre. Plus tard, le procureur dira « Cet homme n'est pas fou, il est diabolique ». Toujours est-il qu'à ce moment-là, Robert Durst, lui, a tout réussi. 3 morts, 0 condamnation. Bon, là, je sais pas moi, Durst pourrait choisir de s'éclipser, de changer d'identité, une bonne fois pour toutes, allez, d'acheter un lopin de terre au bout du monde et d'y finir ses jours, mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Il choisit d'abord de vivre en fantôme. Les années 2000 le voient errer d'hôtel en hôtel, vivre sous de faux noms, régler tout en liquide, se méfier de tout et de tout le monde. Il se déplace souvent, voyage léger, sans attache. Et pourtant, son nom revient régulièrement dans les journaux. Pas comme celui d'un fugitif traqué, non, mais plutôt comme celui d'une énigme. En fait, Durst est devenu une figure. Une silhouette étrange dans l'imaginaire américain, à la frontière du mythe judiciaire et du fait divers récalcitrant. Durst n'est plus seulement un suspect, c'est devenu un objet médiatique, une sorte de paradoxe ambulant. Alors qu'en 2010, le réalisateur Andrew Jarecki sort un film inspiré de sa vie, il s'appelle All Good Things et Ryan Gosling joue le rôle de Durst, c'est presque naturel. D'ailleurs, Durst, curieusement, est flatté. Il regarde, il s'interroge, puis il décroche son téléphone. Et il appelle Jarecki. Leur échange est étrange. Durst ne cherche pas à se défendre, ni à redorer son blason. Il veut parler, répondre, s'expliquer. Et Jarecki lui propose alors une série d'interviews. Et là, Durst accepte. Et de cette proposition improbable va naître une œuvre extrêmement bizarre dans le genre documentaire. Elle s'appellera The Jinx. En fait, c'est une série documentaire de 6 épisodes où le meurtre devient matière à analyse, où chaque plan est une pièce du puzzle.
L'une d'entre elles, par exemple, c'est l'enveloppe adressée à Susan Berman, écrite de la main de Durst bien des années auparavant. Et, en comparaison, la note envoyée à la police de Beverly Hills, le jour où Berman a été tué. On va retrouver la même orthographe fautive, Beverly Hills avec un E de trop. Les deux lettres sont alors placées côte à côte, leur ressemblance est troublante, et un jour, face à la caméra, Andrew Jarecki les pose devant Robert Durst. Ce dernier les regarde, hésite, et dit cette phrase « Je ne peux pas dire laquelle est la mienne, elles sont identiques. » Ça, en télévision, on appelle ça un moment suspendu. Et en effet, le temps s'arrête. Mais le basculement vient juste après. Durst, croyant son micro coupé, se lève, part aux toilettes, et là, seul, marmonne dans sa barbe. Qu'ai-je fait? Bien sûr, je les ai tous tués. Alors bien sûr, cette phrase, elle est prononcée sans témoin, mais elle est enregistrée. Alors est-ce que c'est une confession, un bug mental, un réflexe d'homme traqué? Ça on ne sait pas. Mais pour la justice, c'est suffisant. Le 14 mars 2015, 33 ans après la disparition de Katie et 15 ans après la mort de Susan, Robert Durst est arrêté dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans. Dans sa chambre, 40 000 $ en liquide, un masque en latex, un pistolet chargé, de faux documents d'identité et surtout, un billet pour Cuba. Durst pensait fuir une dernière fois, il ne le pourra pas. Il est inculpé pour le meurtre de Susan Berman, il plaide non coupable, mais cette fois, la justice ira jusqu'au bout. Le procès s'ouvre en mai 2021 à Los Angeles, les images d'archives, les aveux filmés, les lettres, tout est là. Le 17 septembre 2021, il est reconnu coupable. Meurtre avec circonstances aggravantes. Peine prononcée, la prison à perpétuité. Durst mourra en détention 4 mois plus tard. Ce sera le 10 janvier 2022, à l'âge de 78 ans. Pendant 40 ans, Durst a échappé à tout. À ses responsabilités, à ses proches, à la justice, et à la fin, ce n'est pas un juge qui l'a coincé, ni un policier. C'est un micro.